Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Écoutez, moi j'ai été ravie, en tout cas dans le sud de la France, de rencontrer certains d'entre vous. Il y en a même qui sont arrivés, une qui est arrivée habillée en Robin des Bois, avec le chapeau tout en vert. Et c'était touchant, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler vraiment des mensonges qu'on nous sert tout le temps. C'est vraiment à croire qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. On est en train de nous mettre les uns contre les autres. On nous met contre les immigrés, on nous met contre les juifs, on nous met contre les musulmans. Alors qu'en fait, derrière, il y a des factions qui n'ont rien à voir avec eux, qui sont des personnes qui sont payées pour mettre le bazar, le bordel en fait. Et je suis bien placée pour le dire parce que moi, je suis allée faire des conférences. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre. Et puis, avec Antoine, on est allé aussi, puisqu'il est médecin aussi, monter des cases pour aider les tradipraticiens dans leur art des plantes. Donc, ce sont deux pays, par exemple, qu'on connaît. Et on sait très bien que ce qui s'y passe, c'est pas des questions de religion. C'est pas des questions d'ethnie. C'est faux tout ça, ce qu'on nous raconte. Par exemple, maintenant, on est en train de parler du Soudan. Le Soudan, évidemment, on va penser que le Soudan, pourquoi on n'en a pas parlé avant, alors que c'est depuis 2023 qu'il y a des massacres épouvantables. Mais qu'est-ce qu'on va nous montrer? On va nous montrer une femme et ses enfants. C'est terrible cette photo, et cette vidéo, cette photo, et on sait qu'elle est tuée, mais on dit elle est tuée par un musulman et elle est chrétienne. C'est encore mettre les gens les uns contre les autres, pour des histoires de religion, pour des histoires d'ethnie, pour des histoires de race. On est blanc, on est noir, on est rouge, peu importe. Et notre challenge, c'est vraiment de faire l'unité dans notre spécificité, dans notre diversité. Et je vais vous dire pourquoi par la suite. Donc le Soudan, c'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de race, c'est une histoire de richesse comme d'habitude. C'est-à-dire que ce sont des pays riches, c'est le sous-sol est riche, il y a de l'or. Et cet or, il est envoyé ensuite dans les pays arabes, qui en profitent largement et qui n'ont rien à faire de savoir si les Soudanais sont en train de périr, s'ils sont horriblement massacrés, tout ça pour de l'or. Et là, je vous incite à voir un film justement sur l'or. Et je vous donnerai le titre par la suite. Mais parce qu'effectivement, c'est un film qui me paraît important et que certains ont dû voir. Donc, je vais vous le faire marquer, et parce que je le trouve important. Ensuite, vous avez... donc, je parle du Soudan parce que justement, on en fait une guerre presque de religion, à la limite. Alors que ça n'est pas ça du tout. C'est toujours une guerre de fric. C'est une guerre de pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. Enfin, l'or, évidemment. Ou les pierres précieuses. Ou le gaz, ou le pétrole. Par exemple, à Gaza, il y a du pétrole. Et en fait, selon les lois internationales maritimes, Gaza devrait... Alors, je ne sais pas si ce pétrole rapporte, mais enfin, des milliards. Mais c'est une question de milliards. Et là aussi, on n'a aucun intérêt à laisser passer ça. Pourquoi voulez-vous qu'une population en profite alors que les plus puissants qui ont des armes peuvent les massacrer et en profiter? Alors qu'on ne nous fasse pas croire encore, il y a des juifs qui en fait défendent Gaza. Alors il faut arrêter avec ces histoires-là en mettant « Ah, c'est les juifs, ah, c'est les musulmans ». C'est les musulmans qui veulent nous prendre notre travail, c'est etc., etc. Il y a un imam, et je vous ai mis la vidéo, qui dit « Mais de toute façon, vous êtes allés chercher dans ces pays-là, vous êtes allés chercher des personnes que nous, on aurait mis en prison. Mais vous êtes allés chercher pourquoi? Parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère, encore une fois. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose, toujours la même histoire. Et c'est terrible dans ce sens-là. Mais surtout, ne croyez pas ce qui vous est dit. Cherchez à qui profite le crime. Et c'est ça qui est important. Et souvent, c'est ceux qui vont vouloir venir en sauveur à qui profite le crime.
Souvent, ils mettent le bordel, ils vont attaquer, ils vont tuer, faire des massacres, et ensuite, ils vont venir porter la bonne parole. Et alors là, il y a par exemple aussi au Maroc, eh ben, Israël est en train d'acheter des tas disons, de bâtiments magnifiques, sous prétexte de remettre en état la culture. Mais c'est pareil, c'est faux. Mais en même temps, ils achètent des terres. Et les personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Celles qui n'ont plus ces terres-là, ben, elles vont devoir partir, ou elles pourront plus cultiver, ou... Enfin, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe actuellement. Alors, évidemment, bon, c'est sous couvert de... alors là, c'est évidemment plus sympathique. On ne fait pas la guerre, mais sous couvert de remettre des bâtiments à l'honneur, sous couvert d'esthétique, sous couvert de culture. Alors, parlons-en de la culture. L'histoire a été faite par qui? Eh bien, évidemment, est-ce que vous savez les livres de Nathan qui sont donnés dans les écoles avec ce qui est raconté, est-ce que vous savez par qui c'est géré au départ? Vous avez les Rothschild, vous avez les Bolloré, vous avez ensuite Nathan, et avant, je pense que vous avez encore, oui, je regardais, vous avez Hachette, et ensuite Nathan. Donc, vous voyez comment l'histoire peut être racontée aux enfants de la façon dont on a envie qu'elle soit racontée. Et là, je me souviens dans Révélation galactique, tome 1, et ben justement, dans ce livre-là, il y a l'être qui m'accompagne, qui est d'une autre planète, et qui dit « Mais est-ce que vous savez qu'on vous ment depuis longtemps? Depuis tellement longtemps, sur tous les plans. » Et je vous dis ça parce que aussi, ce qui s'est passé par exemple donc au Zaïre, c'est la fille d'un des premiers ministres de Mobutu qui nous a fait venir. Et elle a dit, écoutez, j'aimerais que vous veniez parce que j'aime mon peuple et j'aimerais, ça peut leur donner un élan. Ça n'a pas empêché les massacres qui ont eu lieu l'année d'après. Mais cette année-là, quand on y était, les Tutsis et les Hutus étaient main dans la main, c'était des amis. Si on vous paye des mercenaires qui n'ont rien à foutre du pays, ni de la race, ni des gens de cet endroit-là, et qui mettent le bazar, ou qui commencent à tuer certaines personnes, en disant « ouais, c'est lui qui a fait ça » ou « c'est lui qui a fait ça ». C'est comme dans les cours de classe, hein, ou comme dans les écoles. Ben, évidemment, il va commencer à y avoir des luttes, et à la fin, ça devient des luttes fratricides épouvantables. Ce qui s'est passé là-bas, c'était épouvantable. Et l'année suivante, quand on y est retourné, parce qu'on nous a demandé, on nous a supplié d'y retourner, et quand on y est retourné, et qu'on est passé par les camps de réfugiés, c'était terrible. Des montagnes complètes de personnes sans abri, alors que l'année d'avant, il n'y avait rien de tout ça. On a été gardés par des hommes en armes sur les toits des maisons, de peur qu'il nous arrive quelque chose, mais on s'est dit, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais non, on ne peut pas faire grand-chose dans ces cas-là. Et Mobutu, qui se vantait d'être le président le mieux renseigné au monde à ce moment-là, mais tout d'un coup, il a disparu parce qu'on n'avait plus besoin de lui. C'est ça, ce dont ne se rendent pas compte les dirigeants fantoches que nous avons tous dans tous les pays, enfin ou presque, parce qu'il y en a quand même qui font exception. Ces dirigeants fantoches, c'est que le jour où on n'a plus besoin d'eux, mais ils disparaissent complètement de la carte. Ils sont finis. Mais eux pensent qu'ils sont éternels, qu'ils vont avoir de l'argent, du pouvoir et tout le reste. Alors ils l'ont un temps, c'est juste l'appât, et ensuite ils n'ont plus rien. Gaza a du pétrole, et donc selon la loi maritime, donc il y a des milliards qui sont en jeu. Enfin, vous voyez, donc ne croyons pas ce qui nous est dit, parce que ce ne sont que des mensonges. Et il y a quand même ce que je pourrais appeler des bonnes nouvelles qui vont peut-être pas vous paraître bonnes, mais pour moi, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Parce que, par exemple, à un moment donné, il y a une grande réunion au Knesset des soldats israéliens. Les soldats israéliens,
je me suis dit, mais ce sont des humains quand même. À un moment donné, ils ont dit, mais vous nous tuez pour qu'on fasse ce travail. On est en dépression. Vous nous donnez du fentanyl, qui est une drogue extrêmement dangereuse. Et ils ont jeté tous leurs médicaments. Ils ont crié, ils ont jeté leurs médicaments. Ils ont dit, on en a marre. C'est de l'exploitation de ces humains-là qui peut-être n'ont pas envie de faire ça. Bon, alors j'appelle ça une bonne nouvelle parce que je me dis au moins, ils sont humains. C'est déjà ça. Ce ne sont pas des clones, ce ne sont pas des mélanges, ce ne sont pas des êtres sans pitié qui ne voient que l'argent. À un moment donné, devant tous les cadavres et devant toutes les morts, ils ont fait des dépressions. Et maintenant, justement, ils demandent justice. Ensuite, vous savez, les chemtrails qui n'existaient pas chez nous, maintenant, ils ont droit de citer. Il y a des États qui n'en veulent plus et qui ont interdit les chemtrails. Et ça, c'est magnifique, parce que ça répand des toxiques qui vont à nouveau réduire la population. Alors évidemment, c'est l'objectif, ok. Mais au moins, il y a quand même des pays qui réussissent à faire en sorte qu'on reconnaisse ces fameux chemtrails. Donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi. Alors après, j'avais encore... oui, alors Shine, vous allez me dire, c'est pas une bonne nouvelle ça. Quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai vu sur plein de réseaux, plein de personnes, et notamment aussi des jeunes, qui dénonçaient ce qui était en train de se passer, en disant « Mais vous vous rendez compte, c'est une entreprise. » Alors, on ne parle pas des poupées, je vous en parlerai après. Des bébés poupées, là, des jolies petites filles au vagin sur mesure, etc. Et à l'anus sur mesure aussi, pour que les pédophiles puissent s'exercer avant. Alors, mais chez Shine, il y a beaucoup de personnes qui ont dénoncé le fait que c'est une entreprise qui, non seulement met des vêtements toxiques, il n'y a pas de problème. Toxiques, si vous ne les portez pas, non, il n'y a pas de problème. Mais si vous les portez, il y aura des problèmes. On s'en fiche, n'est-ce pas? Que c'est une entreprise qui ne paie pratiquement pas d'impôts, que cette entreprise, elle espère justement écraser tous les petits commerçants de vêtements pour pouvoir envahir les pays. Et en même temps, quand on sait que ça pollue les plages d'Afrique avec cette industrie du vêtement épouvantable, on se dit, mais à un moment donné, où est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on comprendra que non, un t-shirt à 3 €, il y a des esclaves ouïghours derrière? Là aussi, c'est un génocide, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Des main-d'œuvre gratuites pour qu'on ait des t-shirts à 3 €. Mais allez les acheter en seconde main, ou alors regardez si vous en avez vraiment besoin, ou alors prenez-en moins. Mais faites ce qu'il faut pour ne pas consommer. On a du pouvoir de consommateur. On a un pouvoir énorme. Faisons attention à ce qu'on est en train de consommer. Donc, Shine, si on peut le boycotter, évidemment, c'est super. Mais moi, ce qui m'a plu, et c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans les bonnes nouvelles, c'est que plein de réseaux ont dit, mais enfin, vous vous rendez compte de ce qui se passe? Il y en a même une qui a mis tous les petits animaux morts que Shine met sous vide, là, enfin, sous plastique, pour faire des décorations, etc., etc. Ah bah oui, c'est sûr, il aime les animaux, il n'y a pas de problème. Et il les aime plus morts que vivants, parce que mort, ça rapporte. Non, mais vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ça paraît incroyable. Je dis, mais à qui on s'adresse? À quel public on s'adresse? Mais tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Et donc, justement, je l'ai quand même mis dans les bonnes nouvelles. Vous savez, on parle beaucoup de ce qui se passe dans les pays musulmans. Alors moi, vous ai mis une petite vidéo, je ne sais pas, j'espère que vous pourrez la voir. Une vidéo où vous avez comment c'était les vêtements des femmes à telle époque et comment quelques années après, maintenant, aujourd'hui, comment elles ont les vêtements. Mais pourquoi est-ce qu'on muselle les femmes? Pourquoi est-ce qu'on voudrait presque les tuer si on n'en avait pas autant besoin? Mais on les muselle parce que les femmes, elles ont des pères, elles ont des maris, elles ont des fils, et elles n'ont pas envie
pour la plupart, je ne dis pas toutes, parce qu'il y a toujours qui sont différentes, mais elles n'ont pas envie qu'ils aillent à la guerre pour n'importe quoi, qu'ils aillent aller se faire tuer, qu'ils servent de chair à canon. Elles ont leur mot à dire. Et justement, à ce propos, j'ai lu un livre qui est sympathique. Et alors là, regardez. Si vous arrivez à le trouver, lisez-le. Vous passerez un bon moment. En tout cas, les femmes, vous passerez un bon moment. Et je le trouve très sympa. Justement, c'est la révolution des femmes. Mais on dit, ouais, les musulmans, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec leurs femmes. Et puis tout d'un coup, comme par hasard, entre guillemets, je suis tombée sur un petit une personne qui montrait des images sur ce qu'on faisait aux femmes, peut-être au Moyen-Âge à peu près, enfin dans ces eaux-là. Par exemple, quand une femme parlait trop, riait trop, donnait son avis, etc., eh ben on lui mettait un masque en fer, avec une espèce de palette en fer, qui l'empêchait presque d'avaler quoi que ce soit, et en tout cas de parler, c'est sûr. Et puis, si on soupçonnait une religieuse ou une femme d'avoir trompé son mari ou d'avoir couché avec quelqu'un, etc., alors qu'elle ne devait pas, à ce moment-là, on l'empalait pas, mais on la faisait chevaucher ce qu'on appelle un cheval avec des pics, un cheval en bois avec des pics, et elle était traînée partout. Et évidemment, des pics qui allaient dans le vagin, forcément. Mais les horreurs, on les a tous fait, on les a tous eus. C'est tellement aberrant, tellement fou, je veux dire, pas plus les uns que les autres. Mais pourquoi on veut clouer le bec des femmes? Mais parce que c'est pas elles qui feraient la guerre. Parce que c'est pas elles qui iraient à la guerre. Même si on dit elles sont des mégères, elles racontent sur, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir. On fait pas tuer nos gamins, on fait pas tuer nos frères, nos maris pour des bêtises, pour les bêtises d'histoire d'argent, d'histoire de toutes ces histoires qui règnent en ce moment sur le monde. Donc, évidemment, les femmes, on les oppresse de plus en plus. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Et puis, il y a quand même une nouvelle sympathique. Il y a un rat qui a sauvé des millions de vies au Congo. Parce que on l'a éduqué pour qu'il trouve les mines. Et il a enlevé les mines, Alors les rats ont une durée de vie évidemment limitée par rapport à peut-être d'autres animaux. En tout cas, ce rat, il a fait son travail et maintenant, je pense qu'il est à la retraite et pas mort. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Les infirmières, il y a beaucoup d'infirmières qui ont eu gain de cause. Parce qu'elles ne voulaient pas vacciner ou parce qu'elles faisaient des faux... Enfin, elles ne voulaient pas injecter ou parce qu'elles faisaient des fausses injections ou parce qu'elles faisaient des faux rapports, enfin, peu importe, ou des infirmiers. Il y en a plusieurs qui ont eu gain de cause. Il y a Gustavo Petro. Donc, c'est le président de la Colombie. Il a dit une chose intéressante. Il a dit, alors, il fait ou il fait pas, je ne sais pas, mais il a dit... Tout ce qu'on va prendre comme or aux trafiquants de drogue, aux narcotrafiquants, ira à Gaza pour les enfants. Ok, on va voir. En tout cas, bon, ça pourrait être une nouvelle sympathique. Le film dont je voulais vous parler, au sujet de l'or, c'est un vieux film. C'est un film important. Vous allez voir les atrocités qui se passent pour des morceaux d'or. Donc, quand vous achetez de l'or, si vous-même vous achetez des bijoux, demandez bien d'où ça vient, comment ça a été fait. Et il y a maintenant des filières de l'or et des bijoutiers qui ont effectivement le label comme quoi ils ne font pas partie de ce trafic-là. La même chose d'ailleurs ce qu'on fait quand pour les laines par exemple, quand il y a des commerçants ou des créateurs qui disent nous on ne fait pas de mulching, enfin, ou en tout cas on fait attention au bien-être animal. Donc ça c'est important aussi. Et vous allez voir que c'est important. Il y a encore quelque chose qui m'a plu, puis je me suis dit, ah bah quand même, en France, on a du courage. Eh ben, vous avez vu l'histoire corse, elle est drôle quand même. Une femme arrive dans un village corse,
et décide que la croix, alors qu'il y en a dans tous les villages en Corse, mais même nous, je veux dire, dans nos villages, on en a aussi, de vieilles croix. Alors moi, la croix, c'est pas que je sois une adepte de la croix, mais bon, c'est comme ça. Cette femme veut faire enlever la croix du village. Et elle obtient gain de cause auprès des autorités, ce qui est encore la meilleure. Mais les Corses, ils sont quand même intelligents et solidaires de ce côté-là. J'ai trouvé ça très chouette. Eh ben, ils se sont mis à faire des croix partout, sur tous les chemins. Ils en ont même longé les routes. Ils les ont mis en peinture fluo pour qu'on les voit bien. Enfin bref, tout le monde a réagi. Et je trouve ça super. Si on peut faire ça quand on va nous mettre des panneaux pour nous contrôler encore plus, qui seront encore plus efficaces que ce qu'il y a déjà comme radar, eh ben on va voir, on va trouver. Mais en tout cas, ça c'est sympa aussi. J'ai 2 cadeaux de Noël en livre à vous proposer. Alors, celui-là, c'est du GIGN à la foi, de Jean-Luc, donc Jean-Luc Caliel. Regardez, un excellent livre qui montre qu'on peut ne pas avoir de religion, ne pas être élevé dans la religion, ne pas avoir de croyances spécifiques et tout d'un coup être touché par quelque chose qui va au-delà de la religion, qui touche au divin, mais qui n'est pas de la religion. Et ça, c'est magnifique parce que GIGN, on peut se dire, bof, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste des opérations, des commandos. Mais écoutez, moi je l'ai rencontré, ça a été une très belle rencontre et son livre est très chouette. Alors je vous le recommande. C'est un beau cadeau de Noël. La foi, c'est important. C'est pas la foi dans une religion. Les religions d'aujourd'hui, elles ont perdu complètement les enseignements des grands enseignants de départ. Quelle que soit la religion, quel que soit le mouvement même si ça n'est pas une religion. Je veux dire, même les mouvements, vous vous dites, mais attends, par rapport à ce qui était enseigné au départ, ça n'a plus rien à voir. On cherche la notoriété, on cherche le pouvoir, on cherche n'importe quoi, mais rien à voir avec le départ. Donc, ça, on laisse tomber. Mais la foi et le divin, ça existe. Ça existe en chacun de nous. Et c'est ça qu'il faut retrouver, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Un autre que j'aime, bien sûr, parce que je connais la personne et que je sais qu'il fait un super travail, Klimarnak. Alors là, c'est un bon livre aussi, Jean-Michel, Jacquemin Raffestin. Alors, il va vous montrer, c'est vraiment comme un thriller en fait. Vous allez voir comment on est arnaqué de A à Z au niveau du climat. Il y a une phrase qui m'intéressait. Une étude explique que le net zéro voulu va provoquer la mort de 4 milliards de personnes. La dépopulation de la planète, dont il nous parle depuis un demi-siècle. Il est temps de découvrir la vérité sur ce thriller climatique dystopique que l'on nous impose. Et ça, Jean-Michel, c'est très bien le faire. Alors, je vous le conseille aussi comme cadeau de Noël. Le 3e cadeau de Noël, je vous le présenterai peut-être mieux au mois de décembre. On a fait un jeu de cartes pour que vous soyez en contact avec les gnomes, avec les lutins, avec les fées. Ça, c'est reposant quand même, hein. Et vous allez voir que la carte que vous tirez, elle va vous mettre en contact avec un de ces êtres de la nature. Alors, c'est tiré évidemment du livre Rencontre avec les êtres de la nature, qui est de moi, et le livre de Sylvie Hetzel, qui parle aussi de nature et des dévas. Et vous allez voir que dans ce jeu de cartes, il y a des choses magiques qui se passent quand on le tire et quand on veut rentrer en contact avec la nature. Ça, c'est le côté reposant des cadeaux de Noël qu'on vous propose. Mais vous le montrerai, je ne l'ai pas encore en main, je vais l'avoir en main dans quelques jours. Et puis, les autres cadeaux de Noël, je vous en parlerai en décembre. Ça sera aussi bien. En décembre, alors fin décembre et début janvier, on va passer un petit moment dans le désert. Dans le désert, moi, je vous propose de faire des marches silencieuses et de vous lire certains textes parce que c'est cet être qu'on a retrouvé en Syrie, cet être divin qu'on a retrouvé en Syrie, qui donne des enseignements pour aujourd'hui. Et j'aimerais vous en lire des passages.
Vous aurez aussi certainement du yoga le matin pour vous mettre juste en forme et des soins le soir pour pouvoir justement vous recentrer et être complètement aligné pour passer l'année qui vient. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais je vous souhaite le meilleur. Et je vous aime. Alors, il y a quand même une petite chose que je voulais vous dire en plus, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais alors, comment on peut élever notre état vibratoire? Avec Antoine, on est en train de mettre en place des choses justement à ce propos, parce que c'est extrêmement important. Tout va se jouer sur les ondes, sur les fréquences, sur tout ce qui va nous traverser. Et si on est un peu plus haut, ça nous traversera sans nous bousculer. Et c'est ça l'important. Mais je vais vous proposer de faire une petite chose quand même. C'est-à-dire que le matin, et ça vous allez pouvoir le faire pendant un mois, le matin quand vous vous réveillez, vous allez dire « Illuminez le monde » en ouvrant vos volets, en tirant vos rideaux, peu importe. De façon à participer à un monde qui soit de plus en plus beau. C'est pas moi qui vous le dis. Je l'ai reçu quand on a travaillé justement avec d'autres êtres et qui nous ont proposé de faire cette pratique-là en nous disant « ça vous permet d'être actif et de rayonner dans votre journée. Faites-le tous les matins et si vous le faites, dites-moi ce qui se passe. S'il se passe quelque chose, dites-le moi. Parce que normalement, vous allez changer le monde. Et justement, on essaie de nous séparer en nous faisant croire qu'il y a des problèmes de religion, qu'il y a des problèmes de race, qu'il y a les mauvais, les gentils, qu'on va nous tuer parce qu'il y a des gens qui vont vouloir nous assassiner, parce que nous sommes de peau blanche, d'autres parce qu'ils sont noirs, enfin, etc. C'est pas une histoire de race, il faut vraiment qu'on s'unisse au-delà de nos couleurs de peau, au-delà de nos pensées, au-delà de nos religions, au-delà de nos croyances, au-delà de tout, et puis de nos cultures. Et vous allez voir à ce moment-là, on va avoir une force tellement grande que les grands, soi-disant grands qui veulent nous manipuler ou qui veulent tirer les ficelles, vont éclater comme des bulles, comme des ballons remplis d'air. Voilà, dernière parole cette fois-ci, promis.